Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai des choses à dire. Le Premier ministre, depuis 6 ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort, et nous réglons les choses ensemble. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti, et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Ces propos ont choqué à tel point que le président de la République a été amené à la recadrer. J'étais stupéfait de voir la Première ministre recadrer sur un sujet comme celui-là. L'extrême droite ne peut prospérer que sur le déni de réalité. Voilà ce que j'ai dit. Quand est-ce que j'ai pu entendre sur Madame la Première ministre? Je veux ici lui redire toute ma confiance. Donc elle a toute ma confiance. Et voici les clarifications attendues sur l'extrême droite. Et donc au lendemain d'une réaction qui est apparue comme un recadrage d'Elisabeth Borne pour ses propos tenus envers le Rassemblement national, Emmanuel Macron a tenu à mettre les choses au clair sur sa relation avec la Première ministre. Elisabeth Borne a encore visiblement toute sa confiance, Philippe. Mais pour certains, le message est clair. Écoutez ce que dit la porte-parole du RN à l'Assemblée nationale, Laure Lavalette. Quand vous êtes désavoué comme ça par le président de la République, c'est un désaveu comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps sur un Premier ministre. C'est qu'à mon avis, ça sent un peu la fin de votre relation, ça sent un peu la fin de votre couple. Et je pense qu'en fait, c'est une dame sur le départ. Je pense qu'elle a un peu craqué. À mon avis, c'est plutôt une première ministre qui est rincée, qui n'a pas survécu aux 15 jours des retraites. Et je pense d'ailleurs qu'elle aurait dû, avec un peu de panache, partir à ce moment-là. Elle l'a pas fait. À mon avis, là, elle vient de se cracher en flammes avec ce dérapage. Est-ce que pour vous, les propos d'Emmanuel Macron hier signent le divorce, la rupture dans le couple Macron-Borne? Est-ce que la confiance annoncée ce matin ne ressemble pas un peu à ces présidents de club qui annoncent leur confiance à l'entraîneur parce qu'ils savent que dans les 48 heures qui suivent, ou un peu plus tard, ils ou elles vont partir? Vous pensez oui, vous pensez non? Un seul numéro, le 0826 300 300. En tout cas, dans notre couple Macron-Borne, peut-il encore tenir longtemps sur notre compte Twitter? Vous dites non à 85%, donc continuez de commenter. Et pour en parler, Jean Petot est avec nous, politologue. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, Jean Petot, bien sûr, Philippe Bilger, votre avis sur ce couple Macron-Borne peut-il tenir longtemps? Alors, forcément, un jour, pardon pour la banalité, il s'arrêtera. C'est très clair. On sait bien qu'à un moment donné, le président choisira un autre Premier ministre. Mais je vous coupe, ça n'a pas été le cas pour Sarkozy qui a gardé le même pendant 5 ans. Hein. Oui, mais je parie, mon cher Philippe, en dépit de votre lucidité. Oui, mais c'est pas du dimanche. Mais sérieusement, il y a un autre trait de caractère d'Emmanuel Macron qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il aime passionnément surprendre et étonner. Et regardez même l'épisode avec sa première ministre, il la recadre en Conseil des ministres. Ensuite, il lui exprime toute sa confiance. Et à Bratislava, il dit des choses très pertinentes sur le Rassemblement national. Donc, avec lui, on est sûr de rien. Elle peut demeurer quelque temps, elle peut rester encore plus longtemps, mais j'avoue que je ne ferai pas le pronostic qui pourrait m'être reproché demain. Virginie Calmette. Moi, je pense qu'il faut dissocier les deux choses, c'est-à-dire d'un côté les propos sur le Front National, enfin le Rassemblement National, où là, moi, je trouve qu'Emmanuel Macron dit des choses intéressantes, c'est qu'il y en a quand même ras-le-bol de continuer à brandir des arguments moraux qui de toute façon ne fonctionnent pas, puisque le Rassemblement National ne fait qu'augmenter année après année. Donc il faut arrêter avec cette stratégie qui ne fonctionne pas, et je trouve que c'est pas inintéressant qu'il rappelle que peut-être on peut attaquer le RN sur d'autres choses que juste les arguments moraux. Ça, c'est une chose. Après, le couple Borne-Macron, pour moi, n'a rien à voir avec ses propos sur le RN. Il a à voir à ce qu'on a dit précédemment. C'est comment il pourrait tenir alors qu'aujourd'hui les électeurs de Emmanuel Macron attendent une politique plus à droite, et il a pris une première ministre de gauche. Il y a deux éléments. D'abord, j'ai de plus en plus de mal avec l'élasticité de la pensée politique, ou tout au moins de la communication d'Emmanuel Macron. C'est le même qui recadre aujourd'hui, qui a fait un détour par Oradour-sur-Glane sur l'entre-deux tours de la dernière présidentielle. Donc quel est c'est un Janus. Quel est son vrai visage? Première chose. Deuxième chose, à la place véritablement d'Elisabeth Borne, qui est dès le départ, au vu des conditions de sa nomination, un Premier ministre fort. Ce n'est pas un Premier ministre fort dès le début. Mais là, la succession d'un certain nombre de choses depuis l'annonce des 100 jours
pourrait l'amener à jeter l'éponge. Le problème, il a été évoqué par Virginie Calmels, c'est qu'aujourd'hui, aucun profil n'émerge dans la classe politique française à droite dont on peut se dire, s'il arrive à Matignon, ça fait gagner les 20-30 voix LR à l'Assemblée nationale qui permettent une majorité, certes, ric-rac, mais qui peut permettre de faire le récit d'une seconde partie de quinquennat que pour l'instant on n'a pas. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas séduire les électeurs plutôt que les députés? Vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut la dissolution. Aussi, oui, mais en tout cas, répondre aussi à l'attente des électeurs. Alors, Jean Petot, politologue, est avec nous. Jean Petot, c'est un putsch de Bordelais aujourd'hui. Il y a une reconstitution de Ligue dissoute. Est-ce que, finalement, de tout temps, la fonction de Premier ministre n'a pas toujours été un peu malmenée ? Alors la fonction de première ministre, puis Cécile, si vous mettez le féminin, on n'a pas beaucoup d'exemples. On a deux cas. Non, c'est la fonction, vous avez raison, de Premier ministre. Voilà, c'est ça, vous avez raison. Mais en tous les cas, non mais c'est important, je crois aussi de rappeler l'expérience ou le cas Cresson, puisque j'ai été de ceux qui ont dit que Elisabeth Borne avait un CDD qui était quasiment acquis, qui devait être au moins de 10 mois et 15 jours, c'est-à-dire la présence d'Édith Cresson à Matignon entre 91 et 92, car il n'était pas politiquement envisageable pour Emmanuel Macron, qui je crois est soucieux des éléments qu'il peut laisser du point de vue historique, de, entre guillemets, licencier Elisabeth Borne plutôt que ce qui est arrivé à Édith Cresson. Alors ça fait maintenant, si vous comptez précisément, je crois, 2 mois et 5 jours que Madame Borne, j'allais dire, accumule, non pas les trimestres supplémentaires qui vont lui permettre d'avoir une retraite à taux plein, mais au moins elle dépasse Édith Cresson. Je crois que maintenant elle rentre, effectivement, on rentre dans une zone de turbulence, mais vous avez raison, les relations entre le Premier ministre et le Président de la République, sous la Ve République, ont toujours été des relations compliquées qui se sont souvent d'ailleurs traduites par le départ commandé, voulu par le chef de l'État de son Premier ministre à Matignon. Les exemples abondent. Regardez par exemple Michel Debré. Bon, il est Premier ministre du général de Gaulle à partir du 4 octobre 58, c'est-à-dire la promulgation de la Constitution de la Ve République, et ça va durer jusqu'au mois d'avril 62. C'est-à-dire que le général de Gaulle lui fait pratiquement tout faire. Une nouvelle Constitution, les ordonnances de 59 qui réorganisent la totalité pratiquement de l'État, et puis aussi tout le travail sur l'Algérie, même si le général est à la manœuvre, eh bien il faut que Michel Debré, d'une certaine façon, accepte, avale cette séquence, alors qu'il a été parmi les principaux partisans farouches de l'Algérie française jusqu'en 1958. Eh bien, en guise de remerciement pour cette loyauté indéfectible, le général de Gaulle le change par Pompidou en avril 62, quelques jours après les accords d'Évian. Même chose pour Pompidou, qui se fait dégager par le général de Gaulle après avoir quand même gagné les législatives de juin 68. Et on pourrait comme ça multiplier ces relations extrêmement complexes. Regardez comment Mitterrand a passé son temps, selon ses propres mots, à lever l'hypothèque Rocard, c'est-à-dire à humilier Rocard pendant les 3 années où il était Premier ministre. Et tout à l'heure, vous citiez, Philippe citait à juste titre Fillon, qui est resté 5 ans à Matignon. Oui, mais rappelez-vous que d'abord, Nicolas Sarkozy l'a traité dans les 2 premiers mois de collaborateur, c'était quand même extrêmement louangeur pour le 3e personnage de l'État, le Premier ministre, et puis par la suite, il l'a laissé mariner en lui faisant croire que Jean-Louis Borloo allait lui succéder, et ça ne s'est pas passé, ce qui est d'ailleurs était une sorte de supplice assez étonnant. Voilà. Donc c'est pour dire que les relations sont toujours compliquées. Connaissez la fameuse formule « nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». En politique, c'est aussi le cas, sauf que en matière de présence à Matignon, nul sauf un.
le chef de l'État. Oui, et Chirac en 76. Absolument. Qui décide. Bien sûr, bien sûr. Qui décide, là, c'était le summum. Et ce qui s'est passé en août 76 a d'ailleurs survécu en guise de haine recuite jusqu'à la table du Conseil constitutionnel. Il suffit de lire Jean-Louis Debré pour en avoir un témoignage frappant. Avec cette anecdote que j'adore. Quand ils sont au Conseil constitutionnel, Valéry Giscard d'Estaing dit, pour un peu humilier Jacques Chirac, quand d'ailleurs Monsieur Chirac était mon Premier ministre, et dans la séance, Chirac dit, et d'ailleurs, sur mon second mandat, j'ai pu... Ce qui était une réponse du berger à la bergère. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Vous pensez, comme Jean Petot, qui a donné une excellente interview dans Atlantico, que le gouvernement est devenu une pétaudière et qu'il faut changer de Premier ministre? Vous voulez un ou une Première ministre? On sait celui que souhaiterait Virginie Calmel, c'est François Barouin. Appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger. Jean Petot, vous avez évoqué certains conflits entre des premiers ministres et des présidents. On a bien compris que pour certains présidents, les succès des premiers ministres étaient des offenses personnelles. Oui. Mais pour le reste, vous n'avez pas eu l'impression qu'Elisabeth Borne, lorsqu'elle a été nommée première ministre, a d'une certaine manière un peu ostentatoire voulu montrer à quel point elle était là pour non pas très peu de temps mais pour une durée conséquente? Et comment voyez-vous ce rapport qu'elle a voulu instiller entre le président qui n'aime pas se voir imposer quelque chose et elle-même qui a choisi cette tactique pour dire qu'elle devait rester Première ministre? Il y a un jeu qui me semble très passionnant là-dessus. Vous avez 3 heures. Oui, non, mais j'ai dire 2 minutes. Mais c'est exactement le problème qui se pose en permanence. D'aucuns ont d'ailleurs parlé de l'enfer de Matignon. Je ne sais pas si l'expression est bonne, mais dans ce qu'on appelle la diarchie, c'est-à-dire en fait les deux têtes de l'exécutif sous la Ve République, il y a forcément une concurrence qui apparaît. Et si le Premier ministre veut gouverner, c'est-à-dire en fait appliquer strictement les termes de la Constitution, article 20, article 21, eh bien à ce moment-là, il empiète, j'allais dire, sur le domaine du chef de l'État qui va au-delà du domaine réservé en réalité, qui est lequel d'ailleurs n'est pas défini par la Constitution, plutôt par la pratique. Et le Premier ministre se met à ce moment-là à vouloir avoir les commandes, ou en tous les cas la double commande. Ça ne peut survenir, ce genre de situation, qu'en cas de cohabitation. Là, vous avez véritablement un Premier ministre qui gouverne et un président qui préside. Alors, Madame Borne, effectivement, elle a fait comme d'autres. Regardez Jacques Chaban-Delmas, on parlait tout à l'heure des Bordelais qui se retrouvent. Regardez Jacques Chaban-Delmas, quand il arrive à Matignon, quand il arrive à Matignon en juin 69, il n'a de cesse de passer l'été à fourbir un discours qui est passé à la postérité, qui est le fameux programme de la nouvelle société. Absolument. Et là, c'est le début du conflit avec Georges Pompidou à l'Élysée, dûment entretenu par Pierre Juillet et Marie-France Garot, c'est vrai, mais là, quelque part, Jacques Chaban-Delmas n'a pas compris qu'il était un Premier ministre de la Ve République et pas un président du Conseil de la 4e. Donc vous voyez bien, je pense que Madame Borne, elle n'avait pas pratiquement d'autre solution que de faire croire ou d'avoir un discours proactif, performatif, faisant croire qu'elle allait rester assez longtemps à Matignon. Oui. Virginie Calmels. Non, je crois qu'Emmanuel Macron avait la bonne intuition. Il a été réélu, il a vu qui l'avait élu, et notamment Valérie Pécresse, je rappelle, a fait moins de 5%. Il a été élu quand même parce que la droite a voté pour lui, et d'autres évidemment, mais face à Le Pen. Et donc c'était quand même assez malin de sa part de vouloir nommer Catherine Vautrin, et je pense, c'est un pronostic, et comme a dit Philippe, les pronostics c'est fait pour se tromper, mais je pense que s'il l'avait fait, il aurait eu une majorité à l'Assemblée nationale. Alors qu'en mettant quelqu'un qui venait de la gauche, il a perturbé son électorat de droite, qui du coup a revoté aux législatives pour donner un peu de droitisation, et quelque part la France n'a pas voulu lui donner les pleins pouvoirs, parce qu'il y avait ce en même temps qui, à mon sens, a nui derrière à son opérationnel. Vous m'amusez toujours un peu sur cette expression d'Elisabeth Borne venant de la... Pas Borne. C'est ce que j'ai dit. Venant de la gauche, à vous entendre, elle ferait le prochain discours à Fête de l'Humain. Il faut quand même un peu calmer. Oui, mais bon, elle a quand même un profil de centre. Le problème, c'est que, pour moi, c'est que Emmanuel Macron a voulu faire table rase de l'ancien paysage politique
avec les deux scuds qu'ont reçus les deux partis dits de gouvernement et d'alternance, sans que l'ancien paysage n'ait été remplacé par de nouvelles lignes de force. Et on est dans une situation où Renaissance ne s'est pas implantée dans les territoires, où il y a un problème de bande de touche, de ressources humaines pour faire monter, j'ai envie de dire, de la densité politique. Et d'une certaine manière, ce que Emmanuel Macron a installé, on voit bien que ça a une difficulté à cohabiter avec les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce que quand Jean Poteau parle des profils, il y avait quand même du Chaban, il y avait du Chirac, il y avait une épaisseur et une politique et j'ai envie de dire des itinéraires qui voulaient dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas le cas. d'Emmanuel Macron ? C'est ça la question. Pascal, notre vraie voix du jour, est avec nous au 0826 300 300. Alors Pascal, est-ce que vous pensez que entre Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, c'est bientôt fini ? J'en rigole. J'en rigole. Mais de toute façon, au mois de juillet, elle s'en va, puisque il me semble qu'elle est née en juillet 61. Donc, la retraite. Mais la retraite, voyons. Elle va pas repousser, elle a suffisamment de trimestres. Donc, oui. Alors moi, je suis désolé. Nous, les ouvriers, il faut qu'on aille plus loin, parce que si on n'a pas suffisamment de trimestres, mais ils les ont largement. Donc moi, je dis tout simplement, c'est de la fanfaronnade, leur façon de faire. Moi, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire, pas vraiment, parce que c'est pitoyable. Même des réflexions comme elle a fait contre le RN, c'est pitoyable. On ne va pas regarder en arrière ce qui s'est passé. Mes parents ont vécu la guerre. Ma mère avait 17 ans, mon père était prisonnier de guerre. On ne va pas regarder ce qui s'est passé en arrière, en 39, 40, 45. La consigne, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vivons de notre temps et n'allons pas s'occuper de ce qui s'est passé avant. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas bien, mais elle n'avait pas besoin de remettre ça. Mais je pense que c'est une petite provocation aussi. Oui, mais son passé fait que... on n'explique rien. Vous m'avez dit quelque chose, la puce à l'oreille, excusez-moi Pascal. Quand on entend Bruno Le Maire prendre la défense, qui est quand même un des ministres les plus importants, prendre la défense d'Elisabeth Borne contre le président de la République, Jean Petot, vous parlez de péto d'hier dans l'interview que vous avez donnée à Atlantico, ça me fait penser à une citation de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, surtout quand ça s'en prend à un président de la République, non? Oui, mais sauf quand il sera candidat en 27. Oui, mais là on a le temps, on est en 23. Oui. Jean Petot. Oui, non, c'est pas moi qui ai employé ce terme. Pétolière, c'est dans la question. Oui, moi, je n'emploie pas le terme. Non, je confirme qu'il y a effectivement, de la friture sur les lignes. Je dis aussi que il ne fallait pas répondre ou en tous les cas recadrer Elisabeth Borne, comme ça a sans doute été fait. Compte tenu de l'histoire personnelle d'Elisabeth Borne, qui mérite le plus profond respect. Je le précise. Et moi, je veux bien qu'on ne regarde pas dans le passé, mais enfin, quand on a vu à l'âge de 11 ans son père se suicider et se défenestrer parce qu'il ne s'est jamais remis de son retour d'Auschwitz, dans un convoi où il y avait 1250 personnes, d'après Serge Terzfeld, et où il y a eu 6 survivants. J'invite à relire Primo Levi, si c'est un homme qui s'est lui aussi suicidé. Voilà. Donc, clairement, la parenthèse, c'est ça que j'ai voulu dire dans Atlantico. Je pense que c'était malvenu et c'était assez inacceptable de reprendre Madame Borne. Après, on en pense ce qu'on veut comme première ministre. On est d'accord ou pas d'accord avec sa politique, il y a plein de choses à dire, mais on respecte l'histoire personnelle des gens. Jean Petot, forcément, quand une première ministre ou un premier ministre est fragilisé, derrière il y a des ambitions, donc ça doit pousser aussi derrière, dans l'oreille d'Emmanuel Macron, des ambitieux qui aujourd'hui la fragilisent encore un peu plus. Oui, alors écoutez, c'est ça pas la première fois qu'on verrait aussi le bal des vaniteux, j'allais dire, s'effondrer quelque part, parce que dans ces cas-là, vous savez, les présidents sont très cyniques la plupart du temps, ils considèrent aussi qu'il y a une loi qui est très subtile, qui consiste à diviser pour mieux régner, ou en tous les cas à faire croire qu'il peut y avoir plusieurs successeurs potentiels pour un poste, comme ça, les ambitions... quelque part se neutralise ou s'autobloque. Faut vraiment, je crois, essayer de faire la part d'un cynisme qui est inhérent au jeu politique et puis d'une réalité
qui est celle qu'elle est, c'est-à-dire, il faut y revenir encore une fois, 2 choses essentielles. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour ce gouvernement, et c'est pas une majorité qui manque d'une dizaine de voix, c'est beaucoup plus lourd que ça, premièrement. Et deuxième élément, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un président qui a su, dès sa réélection, que de toute façon son mandat était terminé, puisque depuis 2008, il y a cette connerie institutionnelle, j'insiste sur le mot, d'avoir empêché un président d'avoir un 3e mandat consécutif. Ça, je crois que ça crée une configuration totalement inconnue pour nous jusqu'alors en France. Merci beaucoup Jean Petot d'avoir été avec nous, politologue. Merci. Et puis vous avez dit un mot, vous avez dit chose essentielle. Bah, chez nous, la chose essentielle, dans un instant, c'est le quiz de l'actu. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Et puis on fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite.